Mes salutations à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, j'évoque une figure historique et culturelle majeure, Fidel Castro, l'homme qui dessinait des arbres, l'ami de Picasso, de Dali, de Marquez, de Neruda et de très nombreux autres écrivains comme Hikmat. Fidel Castro fut plus qu'un dirigeant politique. Il fut un symbole de résistance, un lecteur passionné, un ami des écrivains et des artistes. Dans un monde où Cuba est encore aujourd'hui l'objet d'un embargo total imposé par les États-Unis, il est essentiel de rappeler que Castro a réussi à donner à son peuple les moyens de contourner ce blocus, même si désormais c'est beaucoup plus difficile. Malgré l'isolement, il a permis aux Cubains d'accéder à l'éducation, à la santé et à une dignité particulière. Certes, il y a des points sombres comme dans tout itinéraire. Gabriel Garcia Marquez, le grand écrivain colombien, prix Nobel de littérature, disait de lui: Fidel est un homme d'une culture immense qui aurait pu être romancier s'il n'avait choisi la politique. Nelson Mandela affirmait: Nous admirons le peuple cubain pour avoir défendu sa dignité face aux plus grandes puissances, et Castro, c'est peut-être le symbole de Cuba. Diego Maradona, soigné à Cuba, le décrivait comme un père, un ami, une lumière dans sa vie. C'est ce que dit Maradona. Fidel Castro, je ne sais pas comment ni à quel âge j'avais découvert cet homme qui aimait les écrivains et les artistes. Peut-être lorsqu'il était passé à Sigda, à l'est de l'Algérie, avec le président Houari Boumedienne, sur le boulevard des Arcades, Ouakoulo, ma ville mémoire. Les bruits de sa visite dans cette ville étaient parvenus à l'oreille discrète qui cherchait à savoir qui était cet homme tant célébré à l'époque. C'était en 1972. Certes, il était déjà très connu, mais dans ma région, on le découvrait. En plus, il était impressionnant. Déjà au lycée, en seconde, j'avais lu Citation de Fidel Castro, qui me permettait de cerner quelques éléments de son parcours et d'admirer ce personnage, cet intellectuel, qui avait malgré lui emprunté les contours de la politique pour se débarrasser de la dictature de Batista, soutenue par l'Amérique de l'époque. Batista n'était pas tendre avec les Cubains. La répression était l'attitude la mieux partagée. C'était un pion, un simple pion. Mon frère aîné me parlait aussi du passage de l'ami de Castro, le Che, en 1963 à Alger.
D'ailleurs, c'est durant cette période que les premiers médecins cubains débarquèrent pour soigner leurs frères encore trop pauvres. Alger disposait d'un budget rudimentaire. L'aide des amis yougoslaves, cubains, russes et d'autres pays était primordiale. Cuba était présente par ses médecins, dont de nombreux pays africains. Il y avait aussi des professeurs français, italiens, égyptiens, espagnols et autres qui enseignaient dans les lycées et à l'université d'Alger. Le Tché, ministre de l'Industrie de Castro, devait visiter Alger pour quelques jours en juillet 1963. Il y resta plus de 3 semaines, assistant à une pièce de théâtre 132 ans de Ould Abdelrahman Kaki, sillonnant le pays, la Kabylie, participant à une opération de déminage à la frontière algéro-marocaine. Il fut même victime d'un accident de voiture qui coûta la vie à son chauffeur durant cette période. Le rapport entre Alger et la Havane était fort. Beaucoup d'Algériens appréciaient le combat contre le dictateur Batista. Castro et ses compagnons, Guevara en tête, ne pouvaient admettre que l'Amérique latine soit la proie des dictatures militaires. Ils réussirent à forger une image autre, mettant en pièces cette caricature d'une Amérique latine passive. Castro avait été, dans les années 40, militant d'un parti socialiste mais anticommuniste. Cet ancien avocat défenseur des pauvres s'attaqua à la caserne Moncada en juillet 1953, mais l'opération échoua. Les mutins furent exécutés, mais Castro eut la vie sauve parce que le sergent chargé de cette tâche fit défection, désobéissant aux ordres. Même le hasard soutenait Castro. Il ne perdit pas sa vie. C'est ainsi qu'il rédigea une plaidoirie mémorable. Dans l'esprit du texte de Zola, J'accuse. Le titre est révélateur et significatif. L'histoire m'acquittera. Où il expliquait son action et ses choix politiques. Il s'exila au Mexique, où il rencontra Che Guevara et fonda le mouvement du 26 juillet. Séduit par Abraham Lincoln, il était juste avant la Révolution contre toute nationalisation. Castro et ses compagnons parvinrent à avoir le dessus sur le sanguinaire Batista en se réfugiant dans la dure Sierra Maestra et réussirent à prendre le pouvoir. Castro prit lui-même les armes contre les hommes de Batista, qui commencèrent à déserter l'armée. En janvier 1959, il prit la direction du pays. Déjà en 1960, alors qu'il n'était pas communiste, Eisenhower voulait le renverser. Il y eut l'événement important de la baie des Cochins, où débarquèrent 2 milliers d'exilés cubains, soutenus par la CIA, qui pensait que le débarquement provoquerait un soulèvement populaire. Lors de la bataille contre ces exilés, Castro était présent en personne. Les insurgés furent tous
arrêté. C'est ainsi qu'en 1961, il se proclama marxiste-léniniste et choisit officiellement le camp soviétique. La crise ouverte avec les États-Unis éclata en 1962. C'est depuis cette année que commença le blocus. Il avait aussi arrêté et emprisonné des personnes qui pouvaient lui faire de l'ombre, comme son compagnon Ochoa qu'il condamna à mort. Beaucoup soutèrent que c'était injuste. Il y eut aussi l'histoire de Varela et du procès. Castro se retira de la vie politique en 2008 dans une maison ordinaire en banlieue de la Havane et se consacra à l'écriture et à la lecture. Castro aimait écrire, c'était son rêve. Il enviait Marquez, Neruda, Amado et Carpentier. Il publia de nombreux articles dans la presse cubaine, mais aussi le premier volume de ses mémoires, tout en recevant de nombreuses personnalités intellectuelles, littéraires, artistiques et sportives, comme Diego Maradona, par exemple, mais aussi le pape François, avec lequel il parla paradoxalement d'environnement, de littérature, de peinture et de certaines de leurs lectures, mais pas de politique. Lors de sa mort, en novembre 2016, le président Trump se contenta de tweeter « Fidel Castro est mort ». Castro, qui aimait rencontrer surtout des écrivains et des intellectuels, Sartre, Simone de Beauvoir, Pablo Neruda, Oscar Niemeyer, Louis Aragon et bien d'autres, était un grand séducteur. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je lis Alejo Carpentier ou Fernando Ortiz, je m'imagine un pays vivant, joyeux, dansant et chantant, avec des voitures et des bus plusieurs fois remodelés, le rire toujours là. Les Cubains sont ainsi faits, rieurs, joyeux, même dans les moments les plus difficiles. L'écrivain algérien Yasmina Khadra en a parlé dans un de ses romans, Dieu n'habite pas la Havane, qui met en relation deux mondes. Celui qu'il considère faisant partie d'un passé révolu marqué par de nombreuses contradictions, et un présent, certes festif et teinté de joie, mais traversé par une certaine déception nourrie par les jeux de la corruption et le blocus américain qui condamne Cuba à une fermeture persistante. C'est ce qu'exprime l'auteur algérien Yasmina Khadra. Quand je lisais ou je lis les articles de presse s'attaquant à Castro et à Cuba, évacuant le blocus américain, les attaques continuent contre sa personne et son pays, je me dis, j'aurais accepté, c'est tout à fait normal qu'on s'attaque à Cuba et à Castro. L'un est infaillible. Je me dis, on voit ce monde qui soutient les coups d'État contre Chavez, par exemple, affublé du terme de controversé, alors qu'il avait remporté 15 élections. Au Brésil, contre la présidente élue, ou Lula, ou au Paraguay, en Bolivie. J'ai toujours imaginé Cuba comme un pays en fête, même avant la Révolution. Un territoire où tout est recyclé,
où l'intelligence supplée l'absence de matières premières. Cuba est une fête permanente. À Cuba, on sait que le pays est encerclé, mais il résiste. Cuba est devenu un lieu de pèlerinage, un espace touristique. Ce qui n'était qu'une vaste salle de jeu s'est mué en un espace de fête et de vigilance permanente. Marquez, Asturias, Aragon, Neruda, Nazim Hikmet et bien d'autres artistes et intellectuels vouaient une admiration sans faille à cet homme qui lisait beaucoup et qui les aimait tout autant. Victor Jara, victime de Pinochet et des putschistes chiliens, disait de Castro dans un de ses textes qu'il était une lueur lumineuse dans un monde à construire. Castro affirmait qu'il aurait quitté le pouvoir beaucoup plus tôt si le blocus n'avait pas autant duré. Issu d'une famille bourgeoise et intellectuelle, il lisait énormément. C'est pour cette raison qu'il aimait être en compagnie des intellectuels et des écrivains. Il entretenait d'excellents rapports avec l'intellectuel algérien, ancien, ancien ambassadeur et ministre, Mostafa El-Sharaf, qui aimait profondément l'Amérique latine. Ce dernier avait d'ailleurs été ambassadeur dans ce sous-continent, en Argentine, au Mexique et au Pérou comme chef de mission, et avait publié d'excellents articles sur ces pays. Pinochet avait mis sur liste rouge son ouvrage L'Algérie, nation et société. Je voyais Castro écrivain, comme Marquez, Asturias, Carpentier, qu'il admirait. Il avait dit que son rêve, depuis l'enfance, était de devenir romancier. Il avait lu, aimait-il répéter tous les romans de Garcia Marquez, Carpentier, Hemingway, Faulkner et Aragon. Il aurait pu écrire des essais historiques et littéraires. On dira beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, sur cet homme qui réussit à déjouer plus de 630 tentatives d'assassinat selon le chef des services de renseignement cubain. On parlera de déficit démocratique. Oui, il le faut. Alors que ce pays était la cible du plus inhumain blocus de l'histoire. Castro a aussi commis des erreurs. Il aurait peut-être pu mettre en œuvre davantage de liberté. Mais il a réussi l'exploit, malgré un blocus injuste, de faire vivre les Cubains avec les moyens du bord. J'ai toujours imaginé Cuba comme un pays, en fait, un territoire où l'intelligence supplée l'absence de matières premières. Fidel Castro demeure une figure incontournable. Il a résisté au blocus le plus long de l'histoire moderne. Il a donné à son peuple l'accès à l'éducation et à la santé, malgré la pauvreté des ressources. Il fut un homme de contradiction, mais aussi un homme de culture, de mémoire et de rêve. Voilà, mes amis, ce voyage à travers la mémoire de Fidel Castro touche à sa fin. L'homme qui dessinait les arbres, qui rêvait d'être romancier,
qui avait résisté au blocus le plus long de l'histoire moderne, demeure un homme extraordinaire. Entre contradictions et éclats de lumière, il a laissé derrière lui une île qui danse, qui rit, qui recycle, qui résiste, mais une île qui est aussi inquiète. Si cette évocation vous a touché, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire pour prolonger la discussion et à vous abonner pour découvrir d'autres portraits où mémoire et culture s'entrelacent. Parce que, comme le disait l'écrivain Kateb Yassine, la mémoire est une arme. Et ici, sur Culture Média Algérie, nous continuons à la brandir ensemble. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire, la littérature et les arts. À bientôt, chers amis.